Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la référence sportive Sport FM à l'heure de la riposte contre la Covid-19. Merci de nous accompagner, de nous soutenir. On reçoit cet après-midi dans la lutte contre la maladie à coronavirus Dr Mamesile Assi, directrice générale de CAMEG Togo. Situation spéciale, disposition spéciale. C'est Sport FM depuis quelques mois déjà, depuis l'apparition de cette pandémie ici. Mise en onde Pélagie Mekoum, la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Elom Adovon. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nouyama. Et on vous l'a dit, cet après-midi, on reçoit Dr Mamesile Assi. Elle est la directrice générale de CAMEG. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Ben, on rend grâce. Alors, la toute première question, c'est de savoir ce que c'est que la CAMEG. On entend, on écoute le nom. Bon, ben, on se demande c'est quoi en fait. Alors, merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité de parler, de présenter la CAMEG Togo. Oui. Donc, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo. Et c'est en fait un grossiste pharmaceutique qui est chargé de s'approvisionner en médicaments essentiels et génériques pour en vue de contribuer à la santé de la population togolaise. Centrale d'achat de médicaments essentiels et génériques du Togo. Alors, lorsqu'on parle de médicaments essentiels et médicaments génériques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai, nous avons une panoplie de médicaments, oui. Mais nos États, du fait de la situation difficile liée à la dévaluation du franc CFA en 1994, oui. Ont tous revu leur politique de santé en adoptant un système de recouvrement de coûts pour que la population aussi puisse contribuer à ces soins. Et donc, dans ce système-là de recouvrement de coûts, en ce qui concernait le médicament, nos États africains ont recouru au choix du médicament dit essentiel. C'est un concept développé par l'OMS pour dire qu'on se concentre sur la disponibilité des médicaments qui constituent les principales causes de maladies dans le pays. Donc, on ne se disperse pas sur tous les médicaments qui existent dans le monde, mais quand nous prenons par exemple le Togo, où nous avons ce qui est communément appelé les maladies prioritaires, telles que par exemple le paludisme, nous devons tout faire pour que les médicaments antipaludiques soient disponibles pour le plus grand nombre. Donc, médicaments essentiels, c'est les médicaments nécessaires pour le plus grand nombre par rapport aux maladies les plus courantes dans la population. Très bien. Voilà. Donc, CAMEG Togo, on peut retrouver CAMEG Bénin et Exactement. Dans chacun de nos pays francophones, en tout cas, nous avons ce concept-là de centrale d'achat mise en place par l'État. Donc, on le retrouve au Burkina, on le retrouve au Bénin, en Côte d'Ivoire. Tous ces pays francophones, nous sommes réunis dans une association dénommée Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, donc 22 membres pour 22 pays francophones. Très bien, donc c'est une très grosse structure, la CAMEG, est financée justement par l'État, c'est ça? C'est tout à fait financé par l'État et nous avons évidemment aussi des appuis de divers partenaires de l'État, donc en termes de subventions. Aujourd'hui, le partenaire le plus important est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Très bien, vous avez dit, un de vos rôles, c'est d'approvisionner les pharmacies. Donc, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que toutes les pharmacies recensées au Togo sont fournies par la CAMEG, c'est ça? Alors, je dois préciser que la CAMEG Togo étant mise en place par l'État togolais, elle est prioritairement dédiée aux pharmacies des formations sanitaires publiques. Donc, très bien. Relevant de l'État, puisque les pharmacies privées sont approvisionnées par les grossistes du secteur privé. Il faut dire qu'on a sur certains produits, nous faisons des échanges parce que l'approvisionnement est difficile. Oui. Donc, les pharmacies privées sur certains produits sont autorisées à s'approvisionner à la centrale d'achat. Mais principalement, la CAMEG Togo est dédiée à l'approvisionnement
des formations sanitaires publiques. Voilà. Est-ce que depuis l'apparition de cette pandémie en mars, est-ce que cela a bouleversé un tout petit peu vos habitudes, ce que vous faisiez? Avez-vous changé des choses? Alors, premier bouleversement, oui, il y en a. Et le tout premier qui a un gros impact, c'est l'approvisionnement. Il faut rappeler que le Togo n'est pas un pays producteur de médicaments. Ouais. Donc, nous dépendons entièrement de l'importation de ces médicaments. Et beaucoup de ces médicaments viennent d'Asie, notamment les 2 premiers pays producteurs que sont la Chine et l'Inde, qui ont été frappés durement, et ça s'est ressenti énormément sur l'approvisionnement des produits de santé. Donc, c'est l'une des principales difficultés auxquelles nous faisons face, c'est la disponibilité de ces produits, puisque dans ces pays, les périodes de confinement ont empêché les usines de production et autres de travailler. Et donc, nous avons beaucoup de commandes en instance qui vont être en retard de livraison, qui, au lieu d'être livrées au cours de ce semestre, vont plutôt arriver au cours du second semestre. Donc, toute notre activité repose sur les stocks de sécurité que nous avions avant que la crise ne se déclenche. Donc, c'est la principale, c'est vraiment le premier bouleversement auquel nous faisons face. Et le deuxième, bien sûr, c'est qui est valable pour n'importe quel service. Nous avons dû revoir nos habitudes de travail pour pouvoir respecter la distanciation sociale et faire un minimum de contrôle pour nous tous quand nous arrivons au service, quand nous avons des visiteurs, prendre un minimum de précautions. Et ça, c'est un peu plus difficile, il faut le reconnaître. Vraiment. Alors, vous avez parlé de l'Asie et de l'Inde pour vos commandes, c'est ça? Oui. Mais est-ce que vous êtes sûr des qualités qui vous arrive? Il y a des structures qui contrôlent ça? Vous êtes sûr de ce que vous commandez? Tout à fait, tout à fait. N'oublions pas non plus que ces pays-là ont des populations qu'ils soignent. Donc, pour ce qui est du médicament, la réglementation est à peu près la même pour tous les pays, c'est-à-dire s'assurer que le médicament qu'on met à la consommation respecte 3 qualités, qu'il est sans danger, qu'il est efficace et qu'il est de qualité. Donc, par rapport à ça, les textes réglementaires que nous avons nous permettent de dérouler un certain nombre de contrôles avant même de faire l'achat. Ces contrôles sont déroulés parfois en collaboration avec la direction de la pharmacie du Togo ou bien du pays où est installé le fournisseur chez qui est acheté le produit. Donc tous ces contrôles-là sont mis en branle avant même de passer une commande. Ensuite, quand la commande est passée et que le produit arrive, il y a des contrôles qui sont faits, dont les contrôles qualité au laboratoire. Et durant toute la vie du produit sur les étagères, le contrôle est continu. À la moindre anomalie, le fournisseur, quand nous avons respecté les conditions de stockage, est responsable de la qualité du produit pendant tout le temps que le produit est sur nos étagères. Très bien. Voilà. Alors, nous recevons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Dr Mamesile Assi. Elle est la directrice générale de la CAMEG, c'est la centrale d'achat de médicaments essentiels et génériques du Togo. Alors, on a parlé de bouleversement d'habitude. Vous êtes docteur, par exemple, au niveau de votre service. Mais quelles sont les nouvelles habitudes de votre personnel, j'allais dire, mais que leur dites-vous? Alors, nous avons un comité santé-sécurité au travail qui est entré en jeu. Donc, en termes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières, et la direction générale a également mis à disposition les dispositifs de lavage des mains, les masques de protection, et également revu un peu les méthodes de travail pour essayer de diminuer l'utilisation du format papier pour privilégier davantage le format électronique et donc limiter un peu le partage des supports communs qui passent dans beaucoup de services. Mais il faut dire que par rapport à ça, on a également ressenti du côté des formations sanitaires aussi un peu moins de fréquentation, ce qui est normal parce qu'il a été rapporté aussi que la population fuyait les formations sanitaires. Ça s'est ressenti aussi. Mais l'environnement général
assez difficile parce que personnellement, tout le monde se demande, bon, si je sors aujourd'hui avec tous les contacts que j'ai autour de moi, est-ce que je ne vais pas ramener la maladie au service ou du service à la maison et tout. Mais il faut dire, le comité santé-sécurité travaille à la sensibilisation du respect des mesures barrières parce que c'est le plus difficile en fait. En tout cas, alors, que fait la CAMEC depuis l'apparition de cette pandémie? Le premier cas a été signalé en mars dernier. Comment ça se présente? Vous avez plus de cas à gérer, d'activités? Comment ça se présente? Alors, l'activité, comme je le disais, est compliquée par les difficultés d'approvisionnement, par le fait que toutes nos prévisions, toute notre planification est énormément perturbée pour tout ce qu'on devait recevoir comme stock au cours de ce premier semestre et qui est retardé. Et donc, pour exemple, il y a des stocks qu'on aurait dû recevoir en avril. Les prochaines dates, c'est septembre-octobre. On croise les bras pour qu'il n'y ait pas un nouveau report de ces livraisons-là. Mais on a vu des demandes, disons, exploser sur certains produits très utilisés dans la lutte, notamment tout ce qui est gants, solutions hydroalcooliques, masques et tout ça. On a vu une demande exploser parce que ce n'était pas seulement maintenant les formations sanitaires, mais ce sont toutes les administrations publiques qui ont essayé de se doter de ce genre de matériel pour participer à la lutte. Donc, je peux dire, voilà ce que je peux dire par rapport aux différents changements. C'est sur des items bien précis que vraiment on a vu la différence dans la demande qu'il y avait de ces produits-là. Et ces retards constatés au niveau des commandes, ce n'est pas des manques à gagner, par exemple, pour la CAMEG? C'est des manques à gagner, mais c'est surtout le fait de ne pas permettre de ne pas pouvoir servir et que derrière aussi les formations sanitaires aient donc des difficultés à prendre en charge les patients. Donc c'est surtout l'impact de la disponibilité de ces produits-là au niveau de la population qui est le plus difficile en fait. Quand ça se présente comme ça, il n'y a peut-être pas de plan B par exemple? Alors, étant dans l'association, nous communiquons pour voir un peu de quelle manière on peut se dépanner. Il faut dire que ce n'est pas évident avec la fermeture des frontières de pouvoir, mais quand c'est nécessaire, nous avons recours au Comité national de gestion de la riposte pour aider à obtenir les autorisations nécessaires pour faire rentrer des produits en dépannage. Voilà. Vous avez parlé de gants dont les demandes ont flambé, c'est ça. Les gels hydroalcooliques et tout. Quand nous prenons par exemple les produits qui entrent dans le protocole de traitement de la Covid-19, la chloroquine par exemple, en disposez-vous Non, le stock de chloroquine a été, dès le début de la crise, le stock de chloroquine qui avait au Togo a été mis sous la responsabilité du Comité national de gestion de la riposte, puisque l'État a pris sur lui de ne pas le faire revendre aux patients qui en auraient besoin. Donc c'est l'État plutôt qui a récupéré les stocks et ensuite il y a eu d'autres dons qui sont parvenus à l'État et donc qui sont gérés sous l'égide de la Covid. Donc aujourd'hui, la CAMEG ne dispose pas de chloroquine à vendre à une formation sanitaire qui voudrait en avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dans la stratégie que l'État a retenue, les stocks de chloroquine sont disponibles au niveau du Comité national de gestion de la riposte et au fur et à mesure que des cas sont trouvés, les centres sont approvisionnés, toutes les régions en ont. Et au fur et à mesure que les cas positifs sont détectés, il y a le protocole qui permet la mise sous chloroquine qui est déroulé au niveau de chaque région et c'est gratuit pour les personnes concernées. Alors, l'État décide de gérer ça lui-même. Est-ce que c'est cette peur de voir les gens prendre ces produits n'importe comment Oui, parce qu'au début, dès qu'il y a eu cette... ce n'est pas une peur, c'est avéré. Au début, dès qu'il y a eu cette nouvelle comme quoi avec la chloroquine, on pourrait effectivement se traiter et autres, les gens se sont précipités en pharmacie pour en acheter et commencer à en prendre. Il y a eu des malades qui se sont retrouvés hospitalisés au CHR Lomé Commune qui prenaient déjà de la chloroquine sans que le médecin ne le sache. Parce que l'automédication s'est mise en place.
Donc ce danger d'automédication-là a nécessité que vraiment il y ait un contrôle strict sur l'utilisation du produit, au risque que les gens l'utilisent mal et que se créent d'autres problèmes de santé. En tout cas, et cette chloroquine a suscité beaucoup de débats, on va revenir là-dessus, mais tous les docteurs qui passent ici, j'ai envie, ou bien je leur pose souvent cette question, comment on peut comprendre qu'à l'époque, nos mamans nous donnaient la chloroquine sans aucun contrôle. Vous ne prenez pas la chloroquine, vous n'avez pas d'argent de poche pour l'école. Elles donnaient ça sans aucun... Maintenant, pourquoi aujourd'hui c'est vraiment un sujet pratiquement tabou? On ne doit pas toucher à la chloroquine. Hein, pourquoi? Non, disons que c'est la maladie à coronavirus qui a mis sous les feux de projecteur la chloroquine dans ce sens. Ça fait déjà près de 10 ans que la chloroquine est retirée de tous nos protocoles de prise en charge de paludisme et que c'est remplacé par les combinaisons à base d'artémisinine que nous appelons communément les CTA. Et donc, ce n'est pas maintenant que la chloroquine est devenue rare. La chloroquine s'est raréfiée depuis 10 ans où la plupart des pays l'ont sorti de leur protocole pour le remplacer par le CTA. Mais la chloroquine continue d'exister en tant que médicament parce qu'il n'est pas utilisé que pour soigner. Il n'était pas indiqué uniquement que pour le paludisme. Quand l'indication du paludisme a été arrêtée pour la chloroquine, il y a d'autres maladies, notamment des maladies rhumatismales, donc qui touchent les articulations, pour lesquelles la chloroquine pouvait être utilisée, donc a continué à exister en petite quantité. Donc c'est ça qui explique que la chloroquine était rare au moment où la maladie s'est déclenchée et c'est encore plus raréfié quand tout le monde s'est précipité en pharmacie pour essayer de faire son stock de chloroquine. Voilà. Très bien, merci de suivre Sport FM, la référence sportive. C'est à l'heure de la riposte contre la Covid-19, comme depuis plusieurs semaines, voire mois déjà. Alors, on va continuer avec Dr Mamesile Assi, la directrice générale de la CAMEG Togo. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour du protocole du professeur français Didier Raoult. Il y a eu beaucoup de choses. L'Organisation mondiale de la santé même a dit oui, on peut essayer. Après, c'est retiré. Après, encore revenu. Mais on se demande pourquoi de tels débats. Et puis pas longtemps, on a parlé de dexaméthasone issue des essais Recovery en Angleterre. Alors, je rappelle que la maladie à coronavirus est connue sous, en tout cas, la forme que nous la vivons aujourd'hui depuis maintenant 6 mois. Et donc, c'est une nouvelle maladie. Chaque jour apporte son lot de connaissances à ce sujet et un certain nombre de vérités qui étaient établies comme telles il y a quelques mois ne le sont plus aujourd'hui et je pense que cela va continuer encore sur plusieurs mois. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette maladie et son traitement et sa prise en charge. À propos de traitement, il faut absolument garder à l'esprit que dans aucun pays, on n'a encore trouvé le traitement. On n'a pas encore trouvé le remède pour soigner la COVID-19. Tout ce qui est tenté, c'est vraiment des tests expérimentaux qui sont tentés par tous les pays pour éviter l'issue fatale qu'on connaît à la maladie, surtout sur des terrains de comorbidité, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une maladie chronique en général, telle que l'asthme, le diabète ou l'hypertension, qui sont aussi malheureusement des maladies répandues dans nos pays et qui touchent une frange active de la population et c'est ça qui en fait tout son danger. Donc aujourd'hui, quelles que soient les polémiques ou tout ce qui est dit, sachant que c'est de la recherche et que ça continue. Il n'y a pas encore une décision unique de dire voilà, c'est le traitement. Tout ça, ce sont des recherches. Tout le monde tâtonne. On essaye celui-ci, on voit ce que ça donne. Est-ce que ça a des avantages, des inconvénients? On suit des protocoles. Donc, jusqu'alors, retenons que ce sont des recherches et on reste à l'écoute. Ce qui est intéressant dans l'approche du Togo, c'est que notre personnel, nos prestataires de soins dans la prise en charge de cette maladie ont compris
que Covid-19 ne se traite pas tout seul, d'autant plus que la plupart des patients qui présentent des symptômes en complications ont déjà une maladie sous-jacente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, telles que par exemple l'hypertension, voilà, ils ont déjà voilà. Donc le patient est pris en charge dans sa globalité. Ce n'est pas juste le traitement que le Togo a retenu à base de chloroquine contre la COVID-19. On regarde, puisque la présence du virus dans le corps affaiblit le corps, quels sont les dégâts causés par rapport à la présence du virus dans le corps, par rapport à d'autres maladies déjà existantes, et on prend en charge en totalité le patient. Donc, c'est ça qui est le plus important et qui est le plus intéressant dans la démarche du Togo. On prend le patient en charge dans sa globalité. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un est positif au Covid-19, mais ne fait pas de symptômes du Covid, on le surveille. On le suit, on le met à l'isolement. S'il présente des symptômes qui nécessitent qu'on le mette sous chloroquine, on le met sous chloroquine. Mais s'il n'y a pas du tout de complications dans ce sens, mais par contre, il a un problème d'asthme et autres, on traite l'asthme, on suit, on le prend en charge par rapport à l'asthme pour s'assurer que ça ne se complique pas. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et pour le reste, par rapport à tous les essais, disons-nous que ce n'est pas le dernier épisode, il y en aura encore un autre. Pour le moment, c'est les essais recovery au Royaume-Uni qui déclenchent la polémique autour d'un autre médicament. Je suis sûre que d'ici un mois, on trouvera encore autre chose. Sachant que la recherche continue pour essayer de trouver ce fameux traitement, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Voilà. Pour le Togo, vous l'avez dit, ce protocole a réussi à guérir beaucoup de patients, mais ça ne suffit pas pour dire que oui, la chloroquine avec l'azithromycine sont efficaces pour guérir, pour vaincre la COVID-19 ? Malheureusement, non. N'oublions pas que quand vous prenez un traitement, s'il est valable pour vous par rapport à votre poids, par rapport à vos antécédents médicaux, par rapport à votre niveau de santé, il n'est pas forcément valable pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a un protocole qui permet de s'assurer, dans les protocoles, il y a des procédures, il y a des étapes qui permettent de s'assurer que réellement, tel traitement, si on l'administre au plus grand nombre, on a le même résultat de guérison. On n'est pas encore à ce stade-là. C'est parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire face à la maladie, alors que probablement, avec l'association hydroxychloroquine et azithromycine, on a des résultats. Mais n'oublions pas non plus que 80% sur 100 malades confirmés au Covid-19, 80 vont probablement faire la maladie et guérir sans même s'en rendre compte. Oui, s'ils ne sont pas détectés, s'ils ne sont pas testés et détectés, ils vont faire la maladie sans s'en rendre compte et en guérir sans s'en rendre compte, parce que c'est ce qui est décrit, et malheureusement, c'est les 20 autres personnes sur les 100 qui vont se faire des complications. Donc, il y a tout ça qui fait que la question qui est posée, c'est comment on est sûr que réellement l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine est le traitement. Donc, on n'a pas suffisamment de recul pour affirmer dès à présent, 6 mois après que la maladie se soit déclarée dans le monde entier, affirmer à 100% que cette association de médicaments est le traitement. On n'a pas suffisamment fait le temps nécessaire avec les vérifications nécessaires pour s'assurer de cela. Donc, il faut être encore patient par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des testés positifs, des malades qui ont guéri sans avoir recours à ce protocole de... Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Il y a des gens qui ont été testés positifs et donc déjà qu'il fallait isoler, c'est la première chose pour éviter qu'ils ne contaminent les autres, parce que c'est ça qui fait la dangerosité de cette maladie, c'est le fait qu'elle se contamine très vite, on se contamine très vite à son entourage sans s'en rendre compte. Quand on ne se connaît pas malade, on répand la maladie sans le savoir. Et donc, il y a des gens qui ont été testés positifs, ont été mis en isolement, surveillés, 14 jours, prélèvement, ils sont devenus négatifs, mais ils n'ont pas fait la maladie. Ils se portaient bien physiquement. Certains ont ressenti une certaine fatigue, c'est tout. D'autres ont fait la fatigue, les maux de tête, un peu de maux de tête, un peu de tout. Mais en dehors de ça, rien d'autre.
Donc, il y a eu des gens qui n'ont pas eu besoin d'être mis sous chloroquine et qui ont guéri spontanément, tel que c'est décrit ailleurs. Il y en a eu à qui on a mis un traitement de palu et puis qui ont aussi guéri. Les gens en parlent. Il y a eu aussi des cas comme ça? Il y a eu des cas puisque, comme je le dis, on prend le patient dans sa globalité. Quand le médecin vous écoute, c'est pour ça que d'une manière générale, quand vous êtes malade, on vous recommande d'aller en consultation. Ce n'est pas quand vous vous plaignez à votre ami qu'il vous dise « Ah, j'ai eu la même chose que ce que tu décris, prends tel médicament ». Non, on est tous différents. Donc, quand le médecin vous écoute, il pose des questions et vos réponses l'orientent vers telle ou telle maladie. Donc, il y a pour certains pour lesquels les réponses aux questions ou même l'état physique orientait vers le palu. Même si certains signes sont communs au coronavirus, on a recherché le palu, on l'a trouvé, on l'a traité. On ne va pas juste dire que bon, nous on vous suit dans le cas de coronavirus, donc si vous avez le palu, débrouillez-vous. Non, le patient est pris en charge dans sa globalité et donc c'est vrai, il y a eu des cas de paludisme qui ont été pris en charge et traités, mais c'était des patients positifs au Covid-19. Très bien, la riposte contre la Covid-19, nous recevons pour vous cet après-midi Dr Mabesile Assi, directrice générale de Cameg Togo. Mais beaucoup également ont dit que oui, finalement, ça devient une concurrence entre les firmes pharmaceutiques qui voulaient peut-être promouvoir telle ou telle molécule. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce qu'on l'a vu par le passé. Par exemple, dans la lutte contre le cancer, il y a eu ce genre de lutte. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait des luttes. Mais le plus important, c'est d'avoir des pays qui prennent réellement leurs responsabilités et qui décident de suivre leur protocole, de ne pas se laisser disperser par toutes ces propositions de traitement qui existent. Chaque pays fait à la mesure de ce qu'il a. C'est ça qui est le plus important. Et donc, les firmes pharmaceutiques, c'est vrai, elles sont à la pointe, à la recherche du profit aussi, parce que c'est le paradoxe du médicament. Le médicament, on est dans le business. Voilà, c'est un produit de santé. On en a besoin pour rester en vie, mais en même temps, c'est un produit commercial. C'est tout le paradoxe du médicament et qui fait l'enjeu de la lutte contre un certain nombre de maladies, qui fait que le médicament est au cœur aussi des transactions commerciales et qui génère donc cette pensée comme quoi les firmes seraient en guerre pour essayer de promouvoir leurs produits. C'est vrai, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé dans d'autres pathologies. Vous êtes docteur, lorsqu'on voit un peu les chiffres au Togo actuellement depuis le début de cette pandémie, que dites-vous là-dessus ? Alors, j'ai envie de dire félicitations au Togo parce que les mesures qui ont été prises ont donné un résultat et on continue, la réflexion continue de capitaliser sur cette expérience de comprendre, de vraiment comprendre qu'est-ce qui a marché, comment on a fait pour que ça marche. C'est très important de le formaliser, de le noter quelque part parce que le système de suivi et de surveillance est félicité partout pour le Togo dans la sous-région. Le fait que les villes aient été bouclées pour éviter la circulation des personnes a permis vraiment de circonscrire l'épidémie, la propagation de l'épidémie d'une manière, disons, brutale. Et on a pu le constater que le plus grand pic qu'on a eu en termes de nombre de cas confirmés, c'était dans la période qui a suivi le déconfinement au Ghana, donc le retour des compatriotes togolais au pays, donc de la population qu'on appelle les voyageurs, donc qui est liée à ça. Mais depuis que cet épisode, ce pic est passé, nous remarquons une baisse considérable des nouveaux cas et donc qui explique donc la décrue. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour le gouvernement, pour le ministère de la Santé, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des cas communautaires parce que
dans la communauté, il est arrivé, on a des cas, qu'on ait trouvé des cas positifs sans pouvoir les lier à un voyageur ou à quelqu'un qui revenait d'une autre contrée. Et donc, c'est surtout le défi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de continuer à appliquer les mesures barrières et qu'on puisse, surtout que maintenant, on a levé un certain nombre de restrictions en termes de couvre-feu, de bouclage des villes, mais certaines restent d'actualité. Donc, les attroupements, ce n'est pas encore levé comme restriction. Les attroupements de plus de 15 personnes sont interdits. Les lieux de culte ne sont pas encore ouverts. On a une première expérience avec la réouverture des écoles. On va voir ce que ça va donner d'ici un mois. Et les frontières restent toujours fermées. Donc, ce ne sont pas toutes les restrictions qui sont levées. C'est progressivement qu'on y va. Vous félicitez les autorités pour les mesures prises par rapport à cette maladie, mais il y a eu quand même 13 morts. Hein? Il y a eu 13 morts et quand on rapporte en termes de proportion, nous n'avons pas l'hécatombe qui était annoncé sur l'Afrique. Ça, remercions Dieu pour ça. On n'a pas l'hécatombe qui était attendu en Afrique. Ensuite, deuxième chose, je félicite les autorités, mais je félicite aussi tout le monde, parce que tout le monde a joué sa partition, que ce soit le personnel soignant, que ce soit la population dans la mise en œuvre, dans la mise en application des mesures barrières. Le gouvernement ne pouvait pas être derrière tout le monde. Félicitez-nous, hein, les médias. J'allais finir par vous. Et votre travail n'est pas encore fini. La preuve, on a, comme je le dis, on a levé les restrictions, mais la sensibilisation doit continuer pour que le relâchement dont on parle depuis quelques semaines, que ce relâchement-là ne devienne pas totalement effectif, qu'on puisse continuer à appliquer les mesures barrières. Donc, c'est tout le monde qui a, en termes de responsabilité individuelle, en termes de responsabilité collective, tout le monde y a mis de la main et il faut continuer comme ça. Alors, la CAMEG prône certainement la discipline, la responsabilité autour du respect des mesures barrières, mais on ne constate pas vraiment tout ça. Par exemple, dans les bars, où vous voyez les tenanciers de bars ne prennent pas forcément les dispositions qu'il faut. Vous voyez des gens qui s'agglutinent, qui se tapent dans la main parce qu'après avoir bu, on ne se contrôle plus. Donc, il y a une situation à haut risque à ces niveaux. Et puis, dans les taxis, oui, on ne respecte pas aussi deux derrière, un seul à côté du chauffeur devant. Alors, sur cette situation, rejoint quelque chose qui est décrit par rapport à des mesures qu'on dit long cours, c'est-à-dire ce sont des mesures qui sont appelées à durer pendant un moment, puisque, comme je le disais, c'est maintenant qu'on découvre la maladie, qu'on apprend à vivre avec. Donc, depuis un moment, dans l'approche d'apprendre à vivre avec la maladie, on parle et on insiste sur le respect des mesures barrières. Donc, c'est décrit. Au bout d'un moment, vous avez une fatigue des gens, puisque c'est un changement d'habitude au quotidien. C'est un changement important, ce n'est pas juste un changement ponctuel, c'est un changement important d'habitude. Dès que l'on sort de sa maison, de revoir la manière de se comporter. Et donc, il y a une lassitude qui est décrite au bout d'un moment, d'où tout l'intérêt du travail que vous, les médias, vous faites ici, par exemple, d'où tout l'intérêt de la communication de proximité, de continuer à sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Étant appelé à vivre avec la maladie, progressivement, on aura plus d'informations pour savoir améliorer les mesures de prévention, améliorer la manière de se comporter pour éviter la contamination. Mais pour le moment, on est au stade où il faut continuer à sensibiliser. Et donc, les situations que nous observons autour de nous, que ce soit dans les bars, que ce soit autour des revendeuses de nourriture et autres, c'est vraiment de la sensibilisation, c'est de continuer la sensibilisation pour que les gens prennent conscience de ce que l'épidémie n'est pas finie, même si nous avons des chiffres intéressants de baisse du nombre de cas, de nouveaux cas contaminés. L'épidémie n'est pas finie. Le Togo est toujours en épidémie et nous devons rester vigilants. Voilà. Vous parlez de respect des mesures barrières et maintenant le port de bavette qui est devenu obligatoire, ça pose des
problème d'hygiène aussi. Tout à fait. On le soulève chaque fois. Vous êtes docteur. Y a-t-il un message à l'endroit de la population? Parce que lorsque vous voyez certaines bavettes, vous avez envie vraiment de tomber. C'est vrai, il y a un problème d'hygiène. Ça rentre toujours dans le changement d'habitude où en prenant le port de bavettes ou de masques, pour ce qui est des masques ou des bavettes réutilisables, l'hygiène est de mise. Nous devons laver les bavettes chaque jour après utilisation. Ça nécessite d'en avoir au minimum 2 pour pouvoir en utiliser une différente chaque jour et les laver chaque jour. Cela, c'est très important. Je profite aussi de ça pour rappeler aux parents, avec la reprise des classes, pour certains élèves, de veiller à ce que les enfants sortent avec leur masque et quand ils reviennent, pour ce qui est des masques réutilisables, de les entretenir comme il faut pour un usage pour leur propre protection, non serait-ce que pour l'hygiène au quotidien, mais aussi pour leur propre protection, parce qu'un masque qui est utilisé sur plusieurs jours sans être lavé, il y a ce risque beaucoup plus élevé de se contaminer avec ce masque. Docteur Mamesile Assi, directrice générale de la CAMEC Togo, vous avez dit qu'il faut prendre l'habitude maintenant de vivre avec cette pandémie. Est-ce qu'on doit conclure aujourd'hui que oui, ça ne finira pas dans une semaine, dans un mois, dans une année, et que oui, il faut continuer par vivre avec. Il n'y a pas de perspective forcément à donner à la population, non. Justement, la perspective réside dans le fait que dans notre environnement aujourd'hui, nous avons un nouvel élément qui s'appelle le coronavirus, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est là. Et nous ne sommes pas la première partie du monde à se retrouver dans cette situation. Les pays asiatiques se sont retrouvés dans cette situation quand, en 2012-2013, ils ont dû faire face à la maladie, au SRAS. Oui. Voilà. Et donc, eux aussi, ils ont dû revoir leurs habitudes de vie pour pouvoir survivre. Parce que c'est une question de survie dont nous parlons aujourd'hui. Malheureusement, pour beaucoup de gens, comme ils ne voient pas des manifestations spectaculaires de la maladie dans leur entourage immédiat, ils pensent que bon, c'est quelque chose qui est lointain. Non, c'est quelque chose qui est réel. Et donc, faisons tous un effort pour ne pas se retrouver dans une situation telle qu'on a vu les pays occidentaux se débattre avec la Covid-19. En tout cas, lorsqu'on voit un peu les chiffres en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, ouais, ça fait froid dans le dos. Voilà, pour vous dire tout simplement que cette histoire ou bien la pandémie, elle est bel et bien parmi nous. Donc, il faut faire très attention. Discipline, responsabilité. Docteur Mamesile Assi, vous voulez conclure? Oui, je reprendrai vos mots de discipline et responsabilité, mais également je rajouterai vigilance et patience. La maladie est là, elle est là pour un bon moment, et ça, il faut l'accepter, elle est là pour un bon moment, à côté d'autres maladies que nous connaissons déjà et que nous gérons déjà au quotidien. Tous les parents, en tout cas tout le monde sait gérer un paludisme. On va arriver à ce stade où la maladie à coronavirus, quand elle se déclenche quelque part, on sait la gérer. On sait gérer une grippe. Elle est là. Et donc, pour le moment, nous devons prendre le temps de l'accepter et d'accepter les contraintes qu'elle génère actuellement. Donc, vraiment, beaucoup de patience de la part des uns et des autres et l'application, le respect des mesures barrières pour le moment. Merci. Pas encore de vaccin trouvé pour vaincre cette pandémie. Il y a plus de 200 tests dans le monde actuellement, mais aucun pour le moment n'est officiel. Voilà pourquoi il faut être discipliné, il faut être responsable pour pouvoir vaincre cette maladie. C'était là, cette émission dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. On recevait cet après-midi Dr Mamesile Assi, directrice générale de la centrale d'achat de médicaments essentiels et génériques Togo, CAMEC Togo. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Merci Pélagie Mekoum. À bientôt.